Donc à la Médiathèque musicale de Paris, on organise, on est un peu à la fin d'un cycle qui est consacré aux indépendants, au sens large du terme, c'est-à-dire les disquaires, les labels, la presse, les webzines et donc les fanzines aujourd'hui. Un peu tous les acteurs qui font une scène indépendante au-delà de simplement les musiciens. Voilà, l'idée c'est de se focaliser un peu sur tout ce qui entoure la musique et tous les médias, disquaires et labels. Et donc dans ce cadre-là, on a fait plusieurs choses. On a fait des tables rondes, on a fait des concerts, on a fait une conférence sur les inrecuptibles du fanzine aux médias d'influence. Et maintenant, aujourd'hui, on a organisé notamment en partenariat avec la bibliothèque Fornet, bibliothèque spécialisée sur les arts graphiques, avec Valérie Malnard qui représente la bibliothèque aujourd'hui ici. Cette idée de faire un forum de fanzine à la médiathèque dans ce cadre-là, pour plusieurs raisons. D'une part parce que le fanzine est évidemment historiquement un support et un média qui correspond complètement à ce qu'on peut qualifier d'indépendant. Enfin, quand on qualifie une scène d'indépendante, s'il y a bien un média qui le représente, c'est le fanzine. Aussi, pour quelque chose de plus de fond, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est depuis quelque temps, s'interrogeait, et la Bibliothèque Fornet nous a interpellé sur le fait qu'on pourrait remettre des fanzines dans nos fonds d'archives et de la bibliothèque. Parce qu'ici, on a des CD, on a un fonds de vinyle, on a aussi beaucoup de presse et on a un centre de documentation sur la musique. Donc on a par exemple, je crois qu'on a 500 abonnements entiers de magazines divers et variés. Ça va des tout premiers jazz mag des années 30 jusqu'aux, je sais pas, les collections de NME ou New Noise, des revues allemandes de musique baroque, vraiment des choses différentes. Donc le fait de se réinterroger sur le retour du fanzine dans ces fonds-là est pour nous tout à fait pertinent. Et donc on a accueilli cette proposition avec enthousiasme. Et c'est assez neuf pour nous, donc finalement là j'ouvre un peu ces débats, mais on est un peu les nouveaux venus dans cette aventure. La première chose qu'on allait faire, c'est qu'on a des caves, enfin je trouve plus le mot, une réserve, voilà, une réserve un peu plus bas dans le formulaire, et on allait récupérer des fanzines qu'on avait, parce qu'on a des fanzines, donc là j'en ai choisi, on les a mis quelques-uns à disposition dans la salle, donc je sais pas, Bruit et Graffiti, avec Gogol Premier en couverture, qui date de 85, 15 février 85, un numéro de juin 85, donc beaucoup, un numéro 1 de Pantou, on a du mal à lire, Pantoufle. Et donc on a sorti beaucoup de fanzines comme ça. Ce qui est intéressant pour nous, et je suis pas certain que ce soit c'est ça dont on va pas mal parler, je pense, c'est pas forcément la même thématique pour tout le monde. Pour nous, au-delà de l'objet, de l'objet manufacturé, fait main, etc., c'est le contenu qui va nous intéresser en tant que centre de documentation. C'est-à-dire que il y aura des articles et des informations dans ces fanzines qu'on ne va pas trouver ni dans les nombreux livres qu'on a, ni dans les revues plus officielles qu'on va avoir. Donc d'un point de vue purement de notre rôle de centre de documentation sur la musique, c'est très pertinent de se réinterroger là-dessus, de ressortir ce qu'on avait dans nos archives et de s'orienter vers les fanzines qui existent, de se réabonner ou de les acquérir auprès des nouvelles productions. Ce qui interroge plusieurs choses dans notre métier de bibliothécaire, c'est-à-dire, et on va aborder ça évidemment, le catalogage, l'équipement, comment on va chercher ces fanzines. Je ne sais pas si on aura jusqu'à parler marché, mais pourquoi pas. Donc voilà, pour parler de tout ça, il y a plusieurs invités. Marie Bourgoin de la Fanzinothèque de Poitiers, que je vais interroger tout à l'heure en premier, puisque ça va être... c'est quand même la Fanzinothèque, s'il y a bien un lieu qui s'est interrogé en premier sur ces questions de conservation et de valorisation du fanzine, c'est là-bas que ça s'est fait en premier. Valérie Malnard de la bibliothèque Fornet, qui a remis un fonds orienté graphisme, puisque la bibliothèque Fornet est une bibliothèque spécialisée sur les arts graphiques. Voilà, donc en plus là c'est une autre problématique, on n'est pas loin du livre-objet, donc comment conserver ça, comment les équiper, etc.
Lise Fauchereau de la BNF, qui s'est occupée pendant de nombreuses années, elle vous expliquera s'il y a mieux que moi évidemment, des fanzines à la BNF. Et ensuite Simon Allen et Emmanuel Beau, qui sont respectivement à la médiathèque Edmond Rostand et Françoise Sagan, mais qui ont développé il y a quelques années déjà, depuis quelques années, un fonds de fanzine qui était assez pionnier sur la ville de Paris, à la médiathèque Marguerite Duras, qui a atteint les 2000, 1500, 2000 fanzines. Donc voilà, l'idée c'est de parler un peu assez concrètement de qu'est-ce que ça veut dire remettre le fanzine aux bibliothèques. Et ben voilà pour cette petite introduction. Je vais peut-être laisser la parole à Marie pour la fanzinothèque. Je crois que tu y travailles depuis le début ou quasiment le début. Donc est-ce que tu peux déjà nous raconter la genèse de ça et puis voilà les premières difficultés auxquelles tu nous raconter l'histoire. C'est une longue histoire parce que la fanzinothèque existe depuis 89, donc avoir pas loin de 30 ans, quoi. Et elle s'est développée relativement vite parce que la personne qui l'avait créée était déjà un activiste rock et qui a fait feu de tout bois, quoi, pour récupérer des fanzines, intéresser les fanzines à ce qu'on pouvait proposer, ce qui n'était pas du tout évident, puisque les fanzines, a priori, c'était... Enfin, nous, en plus, on était dans le fanzine punk. C'était plus nos futurs, et venir dire à des gens, on va garder votre fanzine pour la postérité, l'archivage, a priori, ça aurait pu ne pas marcher. Ce qui était bien aussi sur la ville de Poitiers, qui a voulu ce projet quand même, parce que c'est quand même une initiative de la ville, ce qui est quand même assez unique, c'est qu'elle nous a laissé faire tout ce qu'on voulait. On n'a pas été intégré dans une bibliothèque, ça aurait pu être une section dans une bibliothèque municipale, mais ils ont créé une asso à part, ils nous ont laissé une paix royale pour refaire exactement ce que vous voulez dans ce fonds. C'est bien que nous, à l'époque, on était plus branchés musique, donc on a plus développé le fonds musical. De toute façon, c'était aussi... c'était là qu'il y avait des fanzines, le plus, dans les années 90. On a comme ça constitué une collection. Les premières années, on s'est surtout occupé de se faire connaître. Donc organiser des festivals, bouger sur d'autres festivals. On commençait un petit peu à publier, mais à l'époque, même pas d'ordinateur. Enfin, voilà, c'était quand même un peu cheapos, quoi. Bon, enfin, on y arrivait quand même. Et développer au fur et à mesure quand même quelque chose d'un peu plus cohérent au niveau de la documentation, ce qui n'était pas notre priorité. La priorité de la fanzino, c'était de récupérer les fanzines, d'une part, puisqu'on sait que c'est quand même une presse éphémère qui peut vraiment tomber dans les oubliettes assez vite. Et le travail documentaire est venu après. Une fois qu'on a constitué quelque chose d'un peu sérieux, c'est vrai que ça a été vite. En 4-5 ans, on avait déjà 7000 fanzines. Bon, maintenant, on en a 55 000. Et on n'a pas tout, loin de là. Parce que le gros problème, c'est pour les fanzines, c'est de les trouver, quoi. Enfin, il faut aller les chercher, disons. Voilà. On partait de rien, il a fallu les trouver. Tous les outils documentaires, on les a créés bien après. On était quand même plus intéressés par finalement la création que la conservation. On conservait, mais on n'avait pas les moyens d'avoir des logiciels de catalogage déjà, donc on n'en faisait pas. Enfin, on le faisait, mais sur papier. C'est très chiant. Et ça a quand même, la sauce a pris, puisque maintenant, on est quand même suffisamment installé pour avoir une reconnaissance nationale, voire au-delà. Et tu parlais aussi, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait d'un côté la fanzinothèque, et maintenant vous avez développé un autre pôle, pôle, je ne sais pas si c'est le terme, mais qui est le kiosque à fanzine, mais au sein d'une médiathèque cette fois. Voilà. Il n'est pas tout récent, parce qu'il a 20 ans. Ce kiosque Azine, il a été, c'est pareil, voulu par la médiathèque de Poitiers, qui a voulu, c'est Dixit, l'élu à la culture, faire rentrer la culture crade dans la culture propre. Ah. Voilà, c'est comme ça que ça a été présenté. Et ce qui est bien qu'on a, on a un petit lieu qui est quand même tout à fait atypique. Les propositions qu'on avait faites à la médiathèque, les questions qui s'étaient posées, c'était est-ce qu'on intègre les fanzines, par exemple, fanzine BD dans le rayon BD, fanzine musicale, rayon musical. On s'est tout de suite dit que ça serait complètement noyé dans la masse, qu'on ne verrait rien du tout, et qu'il fallait créer un lieu spécifique. Donc le projet qui a été retenu à l'époque, c'était une vieille voiture cramée, qui est toujours d'ailleurs dans la médiathèque, et qui sert de présentoir aux fanzines, ce qui fait que ça fait une case de BD, en fait, c'est entouré aussi de palistrades, et voilà, toute colorée. Et je pense que c'était le plus intelligent, c'était quand même de distinguer ce fond, qui
qui n'est pas facile à mettre en avant, parce que le fanzine, c'est un objet qui est souvent fin, qui ne tient pas debout, qui pourrait vraiment disparaître. En les mettant comme ça à part, ben voilà. Ça a été une bonne manière aussi de montrer un petit peu aux gens de la médiathèque qu'il pouvait y avoir un autre type de presse, en la mettant bien en valeur. Voilà. On est dans une grosse salle de concert, enfin un lieu où il y a de l'art contemporain, c'est une salle de concert, oui, il y a des locaux de répétition, il y a un disquaire, voilà, on est actuellement en travaux. On retrouvera nos locaux à la fin de l'année, plus grand. On pourra revenir, on fait un premier tour peut-être avec Lise Fauchereau de la BNF. Alors moi, quand j'ai dit à certains amis ou collègues il y avait quelqu'un de la BNF qui serait là pour les fanzines, il y a plusieurs personnes qui ont été étonnées, pour qui voilà, le fanzine, ah oui, mais oui, c'est vrai que peut-être que Dépôt Légal, peut-être que ça a sa place à la BNF en fait, mais intuitivement, ça a surpris vraiment quelques personnes autour de moi. Est-ce que ça vous surprend que c'est surpris des gens? Ah oui, je suis très surprise oui, mais moi-même j'étais assez surprise de pouvoir faire ce métier et ce genre de collecte à la Bibliothèque nationale de France, parce qu'on dit toujours la BNF, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, faut que je retrace un petit peu l'historique parce que c'est un peu complexe. En fait, la collection de Gravesine se trouve à la Bibliothèque nationale de France, mais au département des estampes et de la photographie. Pourquoi? Alors, en fait, en 96, dans les années 96, moi je n'y étais pas, les personnes qui s'occupent du dépôt légal de l'estampe se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui étaient en sérigraphie. Et parmi ces sérigraphes, beaucoup faisaient des petites productions comme ça, des petits livres, des petits trucs, des petites choses qu'on ne savait pas trop où mettre et qui n'avaient pas d'ISBN, qui n'avaient pas d'éditeur, qui était un peu curieuse. Et la personne qui s'en occupait à l'époque, Francette Voiement, s'est dit, quand même, c'est en sérigraphie, on va les collecter. Alors les collecter, c'était pas par l'ISBN, puisqu'il n'y en a pas de numéro comme ça commercial. Et donc, à ce moment-là aussi, il y avait la bibliothèque François Mitterrand qui était ouverte dans le 13e arrondissement et s'est montée une exposition autour de l'estampe. Et à la fin, il y avait une partie Gravesine. C'était l'exposition Regard Noir. C'était la première fois, une des premières fois, je parle sur Paris en tout cas, qu'on exposait ce genre de choses. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la collection est née au département des estampes. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup des bazookas, que des gens de cette génération, plutôt la génération des années 80. En 98, moi, je suis arrivée donc au département des estampes pour m'occuper d'estampes contemporaines. Pas du tout de Gravesine, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était. Et en fait, la personne qui s'occupait de ça est partie et on m'a dit, et puis j'ai vu ce domaine qui était un peu laissé à l'abandon et je cherchais, je crois, mais ça c'est plutôt un trait de caractère, j'avais envie d'un domaine où justement il y avait personne et qu'on me fiche un peu la paix, mais ça je l'ai su qu'après. Et donc j'ai pris ce domaine du Gravesine et du fanzine et là je me suis mis à un peu aller dans les salons, un petit peu en France, aller voir aussi tout ce qui se produisait. Et comme à l'ABN, on s'alimente essentiellement par le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est un texte de loi qui dit que toute personne en France qui édite ou imprime un livre ou un autre support, en tout cas imprimé, doit en déposer un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France. Bien sûr, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, je vais arriver dans les festivals où de fanzine et Gravesine, on va me fusiller. Donc les premières années, j'y allais assez discrètement parce que en fait, je ne pouvais rien acheter. Il fallait que les artistes me donnent. Et en plus, c'était un peu compliqué parfois de se faire donner un fanzine qui coûte que 2-3 €. C'est un petit peu indécent, mais on est dans une grosse boîte à la BNF et on ne peut pas faire des factures de 2-3 €. Toujours est-il que ça s'est fait comme ça sur une quinzaine d'années. Et à force de connaître un peu le milieu du fanzina, la collection s'est étoffée. Et aussi, ce qui me tenait à cœur aussi, c'est pas de faire une collection pour une collection. C'est-à-dire que la BNF, elle a pour but
culte c'est une bibliothèque patrimoniale où on conserve mais on ne prête pas les livres. Les livres sont visibles que sur place. Et en fait, normalement, on est là pour représenter l'histoire du goût à une époque et à un moment donné. Et je me disais que c'était quand même grave, comme ça aurait pu être en art, hein, en peinture et tout, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a eu une création comme ça, livresque, et qu'elle n'était pas représentée dans le patrimoine français. Donc c'était ma motivation première. Donc quand je rencontrais soit des ateliers ou des artistes, c'était de leur dire ça m'intéresse pas forcément d'avoir tout votre catalogue. C'est pas ça qui m'intéresse, mais d'avoir au moins 1 ou 2 exemplaires et que ça puisse être représentatif un jour, soit aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. C'est de se dire, à une époque, on a aussi fait des choses comme ça. Voilà, c'était ma motivation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais... Si. Du coup, vous avez commencé avec les Gravezines. Est-ce que vous êtes orienté vers les autres sujets à un moment ou un autre? Fanzine, musique-haute, par exemple. Par exemple, parce qu'on est à la VMP, mais... Voilà. Alors, non, c'était pas possible parce que comme c'était dans le cadre du département des estampes et de la photographie, on s'était orienté essentiellement dans le Gravezine illustré, c'est-à-dire s'il y avait une partie de texte, il fallait qu'elle soit un peu comme un plus illustrative ou comme un graphiste. Donc on s'est vraiment cantonné au Gravezine. Je n'ai jamais pris les autres, pas que je n'en avais pas vu, mais j'avais pas les moyens. Et aussi parce que dans mon poste, j'ai fait toute cette partie Gravezine, je l'ai fait en plus de mon poste pendant 15 ans. Donc je n'avais pas beaucoup de temps, donc heureusement que les gens n'ont pas tout déposé, parce qu'après il y a... On en reparlera peut-être, mais il y a aussi, non seulement il faut des missions pour aller dans les salons, et après il faut les cataloguer, ces livres, ça demande beaucoup de temps quand même. Après il faut, comme tu disais, les habiller, de faire en sorte de les conserver, et après il faut les valoriser. Voilà. Et du coup, à la Fanzinothèque, vous avez des dépôts. Est-ce que les gens viennent ont pris ce réflexe de venir vers vous pour les conserver chez vous, parce que vous êtes quand même connu dans le milieu du fanzina, ou est-ce qu'il faut continuer à aller les chercher et les solliciter? Enfin, bien 80% des choses nous arrivent directement, quoi. Et effectivement, on reçoit des fanzines qu'on ne connaît pas du tout, des gens qui commencent, et si eux ne nous connaissaient pas, moi je ne vois pas comment je pourrais connaître tous les fanzines de France qui sortent à 50 exemplaires dans un village. Voilà. En fait, ça vient plus vers nous que le contraire. Après, on se déplace dans des festivals, mais c'est des choses installées. Après, tous ceux qui débutent, heureusement que c'est eux qui viennent vers nous, quoi. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. D'accord. Alors Simon et Emmanuel, que je vous présente un peu en même temps, parce que vous êtes aujourd'hui dans 2 bibliothèques différentes du réseau de la ville de Paris, mais vous, à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e, vous êtes occupé du fonds de fanzine, alors je ne vais pas redévoiler, mais qui a commencé à 50 pour arriver jusqu'à des chiffres beaucoup plus importants. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu la genèse, comment le fanzine est arrivé dans votre établissement? Je parle et tu m'interromps si je dis n'importe quoi. Alors, la médiathèque Marguerite Duras a ouvert en 2010 et en toute fin de préfiguration, les gens qui s'occupaient du fonds bande dessinée à l'époque ont eu l'idée d'inclure une 50aine de fanzines autour de la BD en prolongement du fonds bande dessinée. Et donc, ils sont allés les acheter au montant l'air, je crois, avec... Ouais, c'est ça. L'idée, c'était vu que le fonds BD de la médiathèque était orienté un peu sur la BD indépendante, c'était de compléter par le fanzina un support qui était plutôt inédit, surtout dans une bibliothèque publique et pas patrimoniale ou spécialisée. Voilà. Donc ça, c'était en 2010. En cours d'année 2011, par l'intermédiaire d'un de nos collègues qui les connaissait, on a été contacté par l'association Papier Gâché, qui est une association qui souhaitait organiser un festival autour du fanzine à Paris. Et donc ils ont appris qu'on avait cette orientation BD indépendante et qu'on avait quelques fanzines. Ils sont venus nous voir en nous proposant de faire un appel aux dons de fanzines à travers leur réseau. Les fanzines seraient exposés pendant la durée d'un festival qui durerait 1 mois dans l'espace d'exposition de la médiathèque.
Et ensuite, ces fanzines seraient donnés à la médiathèque. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment développer le fonds fanzine. La première année, le premier festival en 2011, on a reçu 500, 400, 500 ouais, environ 500 fanzines. Alors au début, ils avaient ratissé large dans plusieurs pays, à un ensemble de contacts assez élargi. Vu le nombre de fanzines qu'ils ont reçus, donc 500 la première année, 600 la deuxième année, ça allait vraiment en augmentant. On s'est retrouvé au bout de 4 ans avec 2000 fanzines, alors qu'à la base on en voulait 50 et qu'on n'avait pas d'espace spécialement dédié pour. Donc ce principe de partenariat avec un principe de don à la médiathèque et de conservation, on s'est retrouvé avec des milliers de fanzines et pas vraiment d'espace dédié. Et pas de poste dédié non plus à leur traitement. Oui, c'est ça, parce que pour les gens qui connaissent moins ou un peu vue de l'extérieur les bibliothèques et les métiers de bibliothèque, c'est que le document, posséder le document et en avoir, c'est bien, mais ça implique énormément de tâches derrière. Parce que 2000 fanzines, ça veut dire les cataloguer, les équiper, les stocker et de pouvoir trouver des solutions pour ça. Alors quel choix vous avez fait et vers quel choix vous êtes allé pour toutes ces différentes étapes-là? Alors déjà, on a un peu, pas improvisé, mais disons qu'on a été surpris de la quantité de fanzines que nous ont donné Papier Gâché via leur appel à la contribution. Ça s'est fait sur quelques mois, pas mal basé sur parmi les collègues, ceux qui étaient intéressés par ce support, parce que c'est un support qui peut faire un peu peur, hein. Quelques feuilles photocopiées avec des contenus plus ou moins attractifs, on va dire, pour certains je parle. Du coup, voilà, au début on a fait ça nous-mêmes, on a appris un peu à cataloguer, c'est du référencement en fait, pour que ce soit dans une base de données. Voilà, donc on s'est laissé un peu dépasser aussi parce qu'on n'a pas pu tout traiter, peut-être les premières années, mais à la fin, clairement, il en restait dans des cartons qu'on n'avait pas le temps de traiter. Je peux juste vous montrer un exemple qui va faire hurler mes collègues des bibliothèques spécialisées ou de la BNF, mais nous, on a plastifié les documents. Et voilà. De manière définitive. Tout à fait. Vu que le but c'était qu'ils soient en accès permanent, libre et qu'ils soient empruntables, surtout, c'était important. On mettait du plastique, on mettait des codes barres, on mettait des antivols. Voilà. Le but c'était que les gens n'avaient pas à venir dans un fonds spécialisé, remplir une fiche pour consulter. C'était du libre service, comme n'importe quel livre en fait. Alors, la pochette ce type de document, je ne sais pas si tout le monde voit, sous pochette plastique, c'est ça, ce genre de choses? Ouais. Alors, ça doit être du papier neutre, j'imagine. Alors, pour faire ce genre de choses, il faut avoir un budget pour acheter du papier neutre ou du carton et des boîtes de conservation. Et nous, on n'avait pas ça. Nous. Ouais, disons que l'équipe, la direction de la médiathèque a accueilli le projet avec plaisir, surtout sur la base d'un don. Donc on avait beaucoup de documents à intégrer. Après, on n'avait pas de budget spécifique pour les traiter et peu de temps au final. Voilà. Donc on les a équipés de manière pérenne pour qu'ils soient empruntables, solidifiés, pas trop. Voilà. Mais ça peut choquer. C'est là qu'on se rend compte que toutes les bibliothèques font le choix, même s'il y a en commun le fait de remettre du fanzine en bibliothèque, n'ont pas forcément les mêmes objectifs et donc pas les mêmes contraintes. Moi je disais à la médiathèque, on va le remettre en côté spécialisé pour de la documentation et on ne va pas les prêter. Et en effet, c'est pas du tout la même problématique, donc on ne se pose pas exactement les mêmes contraintes de conservation et de prêt. Aujourd'hui, vous avez quitté tous les deux la bibliothèque Marie-Duras. Est-ce que comment se passe voilà, parce que c'est ça aussi, souvent sur des questions comme ça, on le voit très souvent dans nos réseaux et dans nos métiers, quand il y a des fonds un peu particuliers, des choix qui sont portés par certaines personnes, quand les personnes partent, le problème c'est de la pérennité d'un tel fonds. Comment ça se passe du coup? C'était clairement lié, donc l'initiative de base c'était donc Somia Nagy et Fanny Comte. Je les cite parce qu'elles ont fait un super travail. Au fur et à mesure, nous on est arrivés dans l'équation, mais ce qui est sûr c'est que maintenant qu'on ne travaille plus à la médiathèque,
se pose la question de continuer le fonds de fanzine. Et comme c'était sur la base de dons et qu'on n'avait pas de budget pour en acheter, voilà, c'est une vraie question qui est posée, notamment le partenariat avec Papier Gâché étant terminé au bout de 6 ans. Pour l'instant, voilà, on a quelques dons sporadiques, mais c'est une question qui est ouverte en fait. Oui, parce que on a fini par couper les liens avec Papier Gâché, parce qu'il y a une autre question qui se pose dans les bibliothèques de lecture publique comme Marguerite Duras, c'est celle du pilon, de la suppression des documents. Du désherbage, voilà. Et nous, au bout d'un moment, on est arrivé à saturation. On ne pouvait plus en accueillir. Donc, on leur a dit, soit vous en reprenez telle quantité, 250, soit nous, on n'a nulle part où les mettre. Donc voilà. Je ne vais pas le dire parce que ça va faire mal à mes collègues, mais... Il y a la réalité, surtout si vous voulez continuer à en acheter de nouveau ou renouveler. Ouais, il faut faire de la place. Mais du coup, est-ce que vous êtes allé voir justement la Fanzinothèque, la BNF ou d'autres, enfin, je pense parce qu'ils sont là. La BNF, oui, on avait rencontré Lise à l'occasion des salons qui étaient organisés chaque année. La Fanzinothèque, on n'a pas vraiment réussi à être en contact et notre défaut, c'était l'intermédiaire étant l'association Papier Gâché, le contact s'est pas vraiment fait. On a été en contact avec Fornet parce que forcément avec l'aspect graphique ça s'est vite posé. On en a donné 50 orientés cul et érotisme à Charlotte Delbos, un fonds spécialisé qui s'appelle Eros. Donc ça c'était parfait. Les fanzines qui choquaient le plus on leur a donné. Voilà, mais donc c'était des solutions pour, vu qu'on était à 2000, pour essayer d'arriver à 1500. Et on a fait aussi avec la médiathèque Marguerite Yourcenar, qui est une bibliothèque dans le 15e, un principe de fonds tournant où il y en avait 1100 qui restaient à Duras et 400 qui allaient à Yourcenar. Donc d'une, ça mettait le fanzine à l'autre bout de Paris, vu que nous on était dans le 20e. Et ça permettait, sur un principe tournant, que le fonds puisse se renouveler, en tout cas pour les lecteurs du 15e. D'accord. Donc vous avez évoqué la bibliothèque Fornet, donc qui a réouvert après quasiment 1 an de travaux à la rentrée dernière, avec un fonds justement de Gravezine qui est particulièrement mis en valeur à la fois dans l'espace, mais aussi dans la communication et même, j'allais dire, dans l'image de la réouverture de Fornet, ce qui est assez chouette. Et d'ailleurs, cette ouverture, enfin, avec l'aventure Duras et cette nouvelle aventure de Fornet, c'est ça qui rebooste un petit peu, et que, par exemple, vous êtes venu vers nous pour dire pourquoi vous ne remettriez pas des fanzines dans nos fonds. Donc c'est vrai que il y a une sorte de dynamique autour de fanzine qui a résisté avec Duras et la réouverture de Fornet. Comment ça s'est passé, cette idée? Donc, la bibliothèque Fornet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque spécialisée sur les arts graphiques. Voilà. Oui, en fait, c'est les arts dans le sens large du terme. Donc, art graphique, art décoratif aussi. Et on est une bibliothèque patrimoniale. Donc, on fait partie aussi du réseau parisien, mais côté patrimonial. Et on a la même spécialité que la MMP, c'est-à-dire qu'il y a une partie des livres qui sont empruntables et l'autre partie qui est pour la conservation. Donc spécifiquement, nous, c'est vraiment les Gravezines qu'on a rentrées dans nos fonds, et c'est parti de Marguerite Duras, où Somia, qui s'occupait du fonds fanzine à l'époque, nous avait contactés en nous proposant de faire un don d'un certain nombre de Gravezines, parce que justement, eux, ils en avaient trop, et ils savaient que nous, on était patrimonial et qu'on n'allait pas les jeter. À l'époque, c'était l'ancien conservateur, et il avait commencé à développer un fonds de livres d'artistes. Et donc, moi, je lui ai dit, c'est intéressant d'avoir des Gravezines parce que c'est en complémentarité des livres d'artistes. Lui, il trouvait ça cheap, et le projet est tombé un peu à l'eau. Entre-temps, il est parti à la retraite, on a une nouvelle conservatrice, et un jour, j'ai remis les Gravezines sur le tapis, et contrairement à l'ancien conservateur, elle a trouvé ça super. Elle dit, ah, c'est génial, c'est en complémentarité des livres d'artistes, allez-y, vous croyez que c'est encore possible avec Marguerite Duras? Donc je les ai recontactés. À l'époque, Somia n'était plus là, et c'est Simon qui m'a accueilli. Donc on a fait le deal, j'ai pu en récupérer 180, qui m'a laissé choisir, ce qui était chouette, parce qu'il aurait pu faire sa petite sélection.
Et c'est tombé au moment où justement Forney venait de fermer pour 1 an de travaux de rénovation. Donc j'ai eu la chance pendant 1 an de pouvoir me concentrer que sur les gravesines, c'est-à-dire toute la réflexion, comment on va les équiper, comment on va les cataloguer, comment on va les mettre en valeur, tout ça. Donc ce qui était bien parce que du coup j'avais pas de service public, donc ça m'a laissé 100% de mon temps de travail quasiment pour développer ce fonds. Donc on s'est beaucoup pris la tête. Il y a quelques collègues qui m'aident un petit peu, mais grosso merdo, c'est un peu moi qui gère ce fonds. Donc on a déjà décidé de les équiper, mais en les abîmant le moins possible. Donc on met un petit plastique, mais c'est comme un système de protège-cahiers, où on colle le code barre dessus. Enfin, le fanzine, on essaye de l'abîmer le moins possible, parce que justement, ce sont des gravesines qui sont les 3/4 du temps sérigraphiées ou en linogravure. Donc on ne voulait pas les abîmer. On a fait le choix aussi de les mettre en libre accès. Donc ils ne sont pas empruntables, parce que pour un gravesine, comme il n'y a pas de lecture vraiment, on s'est dit ça sert à rien de les faire sortir de la bibliothèque, ils vont être abîmés au bout d'un moment. Mais on a fait le choix de ne pas les enfermer dans un magasin, parce que comme c'est un fonds qui est déjà marginal pour une bibliothèque, s'ils étaient cachés dans les magasins, à part quelques gens passionnés qui auraient su qu'il y avait des fanzines à Forney, ils n'auraient pas eu de visibilité. Donc ils sont sur la mezzanine à Forney, à côté des périodiques. Il y a 2 petits meubles dédiés, une petite vitrine. Donc les gens peuvent les consulter comme ils veulent. Voilà. Et aussi, j'essaye de développer, de rencontrer un maximum de collègues un petit peu partout en France ou sur Paris, qui développent aussi des fonds fanzines en bibliothèque afin de communiquer. Donc je sais qu'à Nantes, il y a la bibliothèque des arts décoratifs de Nantes qui viennent de faire rentrer les gravesines. Il y a une autre bibliothèque à Nantes aussi municipale qui font rentrer les fanzines, mais plus fanzines BD, un peu comme à Duras où ils ont un fonds assez pointu en BD indépendante. Donc ils ont trouvé ça bien de mettre aussi des fanzines. Et je pense, comme l'évoquait Damien tout à l'heure, le gros problème qu'on a en tant que bibliothécaire, c'est l'intérêt que les collègues peuvent mettre dans ce fonds. Parce que c'est très spécifique, il faut connaître un petit peu le milieu, ne serait-ce que pour les acquérir, aller chercher là où il y a des gens qui font des fanzines, les contacter, se déplacer dans les petits forums. Et souvent on me dit à Forney, mais j'espère que tu ne vas pas partir tout de suite, parce que sinon qui va s'occuper de ce fonds? Juste pour finir, la première année, en fait, on en a eu 180 de Duras, et j'ai eu un petit budget qui m'a permis d'en acheter, et justement de pouvoir en acheter des plus beaux, parce que comme c'était un fonds qui était basé sur le don, il y avait très peu de beaux gravesines entièrement sérigraphiés, avec des grands formats, tout ça. Donc j'ai pu en acheter des fanzines qui valaient déjà 20, 30, 40, voire 50 €. Donc ça, c'était en complémentarité du fonds. Et la première année, je les ai beaucoup achetés dans les lieux comme la librairie Le Mont-en-l'Air, la galerie Art Factory, le Pied de Biche, qui est fermé maintenant, où je faisais des grosses commandes d'un coup. Et là, cette année, j'ai un nouveau petit budget. Et j'ai choisi une autre orientation, c'est-à-dire que c'est moi qui contacte les artistes ou les collectifs pour aussi développer une relation directe avec les personnes qui font les fanzines, dans l'optique aussi de faire des animations, des expositions, parce qu'à Forney, c'est une grande bibliothèque, on a des salles d'exposition et on aimerait les mettre en valeur aussi à travers des ateliers, des petits forums, des choses comme ça, des journées comme on a co-organisé avec la MMP aujourd'hui. Oui, voilà, parce qu'il y a toute cette chaîne de collecte, d'équipement, de cataloguer ces documents. Un peu à l'autre bout de la chaîne, c'est de valoriser ces documents, en l'occurrence les fanzines. À la BNF, par exemple, vous avez eu l'occasion de mener des opérations de valorisation, ou ça reste de la conservation via le dépôt légal?
Alors déjà, je voulais repréciser que je ne m'occupe plus aujourd'hui de la collection de... Nous sommes 3 ex du fanzine. Et je voulais juste rebondir, si je peux me permettre. C'est vrai que souvent, ce genre de collection est vraiment dépendant de la personnalité qui s'en occupe, qui est derrière, comme finalement beaucoup de collections, finalement, peut-être dans certaines bibliothèques. C'est-à-dire que on fait ça un peu par passion, en plus de notre travail. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû quitter le département il y a maintenant plus de 2 ans. Et maintenant, il n'y a personne qui a pris le relais. Ouais, on en parlait, mais c'est quand même un sujet qui est assez important. Ah, bien sûr. Parce que c'est vrai que moi, je m'en étais occupée pendant 15 ans. Quand on part, c'est pas une nouvelle de vous dire qu'on n'est pas irremplaçable. Je pense pas que ce soit une info aujourd'hui. Et en fait, il faut que, c'est-à-dire que si la direction change, il faut aussi que la personne s'y intéresse. Il faut qu'elle ait envie de vous laisser du temps aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait après moi, mais toujours est-il que ça, c'est difficile, puisque justement, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume de la commissure qui est justement derrière, où il me disait que lui, il déposait avant à la BNF parce que je m'en occupais, parce que j'avais à cœur de répondre aux mails, j'avais à cœur d'aller dans les salons et tout ça. Et quand ça n'est plus fait, c'est vrai que les artistes viennent moins. Ils sont un peu désorientés parce qu'ils se disent mais je comprends pas, enfin c'est une institution nationale, il y a quand même une mission, il y a une politique, et d'un seul coup du jour au lendemain il n'y a plus personne pour s'en occuper. Ça c'est vraiment, je n'ai pas la solution, je suis pas là pour casser du sucre sur telle ou telle personne, mais c'est un réel problème ça. Enfin, et du coup, j'ai oublié ta question, ce qui est quand même merveilleux. Je pensais à la valorisation, mais, oui, alors, mais on peut... Bon, la valorisation, c'est vrai que à l'ABN, il faut savoir quand même que cette collection, quand j'y étais, avait pris quand même une importance, mais elle avait pris une importance de par sa singularité. C'est-à-dire que quand les livres arrivaient, dont certains un peu bizarres, un peu croustillants, et les magasiniers, tout ça a commencé à regarder un peu bizarrement ces choses. Donc ça avait pourtant une bonne aura au niveau de la Bibliothèque nationale de France. Et on avait fait certaines valorisations, c'est-à-dire qu'on avait fait, j'avais fait une vitrine à Tolbiac. Ça avait bien marché. J'avais un projet, malheureusement ça ne s'est jamais fait, de faire une grande exposition. Mais à l'époque, j'étais catégorie B, ce qui veut peut-être rien dire ici, mais je n'étais pas cadre, et je pense que ça a eu un petit peu quand même une incidence, c'est-à-dire que, non que je ne faisais pas bien mon travail, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire forcément, je pense, dans certaines catégories. Enfin, disons que c'est pas facile à défendre. Un projet n'est pas forcément facile. Et puis quand même toujours comme quelqu'un disait tout à l'heure, peut-être Marie, qui disait c'est quand même, qu'est-ce que c'est que ces trucs quoi. Alors tout ce qui est en sérigraphie, tout ça, c'est vrai que ça c'est proche du livre d'artiste. D'ailleurs aux estampes on a une collection de livres d'artistes à côté, mais quand arrivent des petites choses en photocopie, en Ronéo et tout ça, là ça posait un petit peu problème. J'avais beau avoir fait des conférences ou des choses comme ça pour expliquer, j'ai pas réussi à défendre ce projet de faire une grande exposition. Ça, j'avoue que donc la valorisation à l'ABN, il y en a pas franchement puisqu'on n'a pas d'espace comme une bibliothèque municipale. C'est-à-dire que les livres, les lecteurs les voient que s'ils les demandent. Donc s'ils ne les voient pas ou s'ils n'en ont pas l'idée, voilà, c'est une collection patrimoniale. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Pour revenir à la Fanzinothèque, donc, qui est un établissement particulier, sur ces deux questions, d'une part la question de... Vous êtes combien, vous, dans l'équipe de la Fanzinothèque? Je ne sais absolument pas. On est 5 permanents. Il y a un seul catalogueur, c'est moi. Enfin, il n'y a que moi qui m'occupe des fanzines, en fait, puisqu'on a aussi pas mal d'organisations et puis un atelier de sérigraphie. Voilà, donc j'ai beaucoup de travail. Mais disons que la Fanzinothèque est quelque chose qui vous allez réinvestir de nouveau, enfin d'anciens locaux réaménagés. Enfin, disons qu'il y a une pérennité qui est un peu établie, j'ai l'impression. Se pose peut-être moins la question de ça. Mais est-ce que les budgets vont continuer à arriver? Enfin, comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Notre souci, enfin c'est pas vraiment un souci heureusement, mais c'est qu'on a une seule source de financement et c'est la ville de Poitiers.
Et donc il y a toujours un peu une épée de Damoclès, si jamais, c'est une ville de gauche depuis assez longtemps, mais enfin tout peut changer. Heureusement, je pense qu'on ne coûte pas trop cher à la ville et on ramène quand même un petit peu de notoriété, je ne pense pas qu'on nous fera chier. Mais voilà, on est sûr de rien. On aimerait bien développer plus avec la DRAC, ces choses-là, mais on n'est pas conservateur de... Voilà, on n'a pas les diplômes qu'il faut, on n'a pas l'équipement non plus qu'il faut, donc ça, ils ne veulent pas en entendre parler, quoi. On est soutenu sur des événements. La DRAC nous aide pour tout ce qui est exposition, ces choses-là, mais sur le fonctionnement, il n'y a que la ville, quoi. Ce qui est un peu dangereux. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, par contre, vous parliez d'exposition. Ça, ce travail de valorisation est intrinsèque à vos missions? Dès le départ, ouais. Dès le départ, on s'est dit c'est bien de conserver la création, mais c'est bien aussi de la montrer et puis de l'aider parce que, voilà, il fallait montrer quand même que c'est une presse dynamique et puis qu'il y a tellement de belles choses qui se font. Enfin, il y a tellement de gens qui sont intéressants qu'il faut montrer, quoi. Et aussi pour aussi pour faire un petit peu de buzz parce que il n'y a pas tant de lecteurs dans la société, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont dans les bibliothèques et dans les fanzinothèques encore moins. Donc on a toujours attiré en fait le public par des expositions, par des événements et par des vernissages toujours très alcoolisés. Parce que aussi rajouter. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, à Forney, on a en projet, on en avait discuté avec Marie et Virginie, de les inviter en 2018 pour faire un gros focus autour du fanzine et justement que la fanzinothèque présente la palette du fanzina. Nous, on est spécifiquement dans le gravezine, mais les fanzines, il y a des fanzines de musique, des fanzines de BD, de poésie, littéraire, politique, enfin... Le domaine est très 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 large, donc c'était l'occasion de faire une rencontre et donc c'est dans les projets à venir. Et justement, parce que là on est sur la ville de Paris, donc on parle beaucoup de ça, mais que ce soit à la BNF ou la Fanzinothèque, est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe sur le fanzine en bibliothèque sur le territoire, les autres régions françaises? Est-ce que c'est une exception Paris et Nantes que tu citais, Valérie, ou... Il se trouve qu'effectivement, ça tient vraiment à des personnes dans les bibliothèques qui s'y intéressent. Et donc, ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une nouvelle génération aussi de gens qui arrivent, de nouveaux bibliothécaires qui connaissent, qui ont une certaine sensibilité à ça. Et ça se développe beaucoup plus qu'avant, où c'était vraiment, il y avait des freins énormes. Ah, mais il n'y a pas d'ISSN, mais comment on va faire on ne comprend même pas ce qu'il y a écrit sur le titre. Et maintenant, ça change quand même. Ça change beaucoup parce que, voilà. Et ça tient toujours à des personnes. Chaque fois qu'on a pu bosser correctement, c'était parce qu'il y avait une personne qui était impliquée. Et quand elle s'en allait, en général, ça se cassait la gueule. Voilà. Il faut aussi que, voilà, ça a des volontés politiques encore au-dessus, vraiment pour que ça soit un peu pérennisé. Oui, juste pour ajouter, aussi quand même, il y a une nouvelle génération de bibliothécaires qui s'intéressent plus qu'avant, puisque même il y a eu des travaux pas de thèse, mais de mémoire qui ont été faits sur le fanzine en bibliothèque par Émilie Mouquet, oui. Puis il y en a eu d'autres. Donc vraiment, il y a vraiment quand même une jeune génération qui s'y intéresse plus. Et c'est vrai que dans les bibliothèques, ça intéresse certaines directions, parce qu'en plus de ces fanzines, il y a des ateliers. Et ça intéresse beaucoup les municipalités, c'est-à-dire de faire venir aussi le public, non seulement emprunter des livres, mais aussi participer à une activité, un atelier, soit fanzine, un atelier sérigraphie, comme on peut voir ici. Donc je pense quand même, mais je suis d'accord avec Marie, c'est beaucoup question de personnalité avant tout. Et oui, Emmanuel et Simon, vous, dans vos bibliothèques respectives, par exemple, fort de votre expérience à Duras, est-ce que vous avez réussi à susciter de l'intérêt dans les bibliothèques ou pas? Ou est-ce que vous en prenez le chemin? Alors moi, je vais bien répondre pour celle pour laquelle je travaille actuellement, la médiathèque François Sagan. Une fois encore, il faut que ce soit dans le projet d'établissement. Je pense que Duras, c'est venu sur le tard et on a tant bien que mal réussi à définir une sorte de petit espace bricolé où il y avait les 1500 fanzines. Mais ça restait quand même un espace qui n'était pas prévu pour. Sagan, c'est la même chose, vu que c'était pas dans le projet d'établissement. Je l'ai évoqué, mais il n'a pas été question que ce soit développé, même s'ils font BD actuellement et
est très conséquent, mais bon, le fanzina c'est beaucoup plus que de la BD de toute façon. La seule chose pour laquelle il y aura une piste, c'est qu'il y a le fonds historique de l'Heure Joyeuse, qui est un fonds historique en lecture jeunesse. Donc, vu qu'il y a certains fanzines, et on en avait à Duras, qui s'orientaient plutôt sur un public jeune, sur les premiers salons, il y avait des ateliers qui étaient faits avec les enfants pour faire leur propre fanzine, ce genre de choses. Une des seules pistes, ce serait via la section patrimoine spécialisée en littérature jeunesse. Mais ça, c'est des choses qu'on a évoquées. Après, oui, une fois encore, il faut que des gens veuillent le faire, il faut qu'il y ait du temps et du budget. Nous, par exemple, concrètement, mais on a eu de la chance là-dessus, quand on s'est posé la question de remettre le fanzine, c'est posé la question du catalogage. Donc on a été aidé par quelqu'un du service catalogage, quelqu'un d'ici aussi qui s'y est mis, sachant que ce n'est pas exactement les mêmes conditions. Enfin, un graph-zine ne va pas être catalogué de la même façon qu'un fanzine musical. Alors pour les novices, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça fait d'autant plus d'obstacles dont il faut trouver des solutions et donc des bonnes personnes pour que ça se fasse sur le temps de travail, au détriment d'ouvrages plus classiques. Et voilà, c'est vrai que le livre est roi, ensuite le disque, alors le fanzine c'est un peu plus loin, mais voilà, faut peut-être trouver. Nous, c'est vrai que nous, notre argument, c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, principal, c'est de se dire que on a des sources documentaires qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc cet argument-là voilà, nous permet de tenir la route et de réactiver la machine. Est-ce que, ça c'est une vraie question à la fois à la BNF et à la Fanzinothèque, est-ce qu'il y a la question de la numérisation, c'est quelque chose qui se pose parce qu'on parle justement à la BNF, si le document n'est pas visible, n'est pas demandé, il n'est pas visible. Alors au-delà du catalogage, est-ce que la question de la numérisation, c'est quelque chose qui est d'actualité ? La numérisation, oui, ça a été vraiment une question. Mais la numérisation, la difficulté, c'est que s'il y a le droit d'auteur derrière, donc on peut voir à ce moment-là l'objet numérisé qu'intramuros, c'est-à-dire qu'à la BNF. C'est ça la difficulté. Si on veut que ce soit visible à l'extérieur, il faut demander les droits à l'auteur. Et voilà, il faut lui demander l'autorisation. C'est pour ça que c'est souvent pas à l'extérieur. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une exposition à Villeneuve-d'Ascq il y a 3 ans, dont j'ai oublié le titre. Il y avait une partie art brut et une partie où on avait réussi à mettre des fanzines. Et dans ces cas-là, dans ce cas-là, on en a prêté moins d'une dizaine et on les a numérisés à ce moment-là, mais dans un but aussi de conservation. C'est-à-dire si ça disparaissait, s'il y avait le feu au musée de Villeneuve-d'Ascq, à ce moment-là, on avait la NUM. Mais ils sont donc visibles que à la Bibliothèque nationale en interne. Et si les gens veulent les voir, c'est sur place, parce qu'il y a le problème des droits d'auteur. Hein. On est complètement... ça, c'est pour beaucoup de choses, hein, et pas que le fanzine. Hein. Mais voilà. Monsieur. Une question ? Pour justement la fanzinothèque, moi, je vais sur le site internet et j'ai trouvé que les plus anciens fanzines musicaux étaient scannés. Donc ceux des années 80, on peut les lire quelques-uns, page par page, numéro par numéro. Ouais, il y en a 2000 qui ont été mis en ligne. Donc plutôt des fanzines historiques, des fanzines fragiles, parce que dans nos vieux fanzines, il y en a où l'encre vraiment s'efface. Et aussi les agrafes se barrent et puis après on ne sait plus d'où ça vient. Donc c'était aussi bien pour le patrimoine, pour la conservation de ces documents, puis pour éviter aussi qu'on les photocopie en permanence quand on nous les demande, parce qu'on en a quand même qui ont été vraiment abîmés au photocopieur. Donc on numérise. Le fait qu'on soit à Poitiers, on est un peu obligé aussi de mettre les documents un peu à distance. On ne va pas attendre que les gens viennent à Poitiers voir un fanzine, lire un article. Donc on numérise, on continue. On ne met pas forcément en ligne parce que toujours ces histoires de droit. Par contre, moi, j'ai moins de contraintes parce que je demande par mail ou directement quelqu'un, on me dit « Ok, c'est bon, ça me suffit ». Il y en a qui refusent, il y en a qui sont vraiment attachés au papier, qui ne veulent pas du tout qu'on change le support qu'ils ont prévu. En général, les gens sont plutôt contents. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont perdu leur fanzine, qui comme ça peuvent le relire. Ça arrive aussi. Et on n'en fait aucune exploitation commerciale, on n'a pas de problème quoi, à ce niveau-là. Et c'est important de numériser pour nous. Oui. Ouais. Avant de conclure et de passer s'il y a des questions dans le public, des remarques ou des questions, est-ce que vous avez une idée de ce qui se fait à l'étranger, je ne sais pas, aux États-Unis,
je sais pas, à la Library of Congress ou en Angleterre. Est-ce qu'il y a des initiatives équivalentes à la Fanzinothèque ou des sections? Je pense qu'en fait la France est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis ou au Canada, où eux ça fait très très longtemps, bien avant que la Fanzinothèque existe, où la culture du fanzine en bibliothèque existe. En France ça reste encore marginal, ça émerge un petit peu, mais aux États-Unis, au Canada, oui c'est très très fréquent. Après, nous, il y a quelques années, on avait fait une rencontre de fanzinothèques et on avait vu que selon les pays, enfin, c'était, à part la fanzinothèque de Poitiers, les fanzinothèques en général sont thématiques. On n'a pas vraiment trouvé qu'ils soient aussi transversales que la nôtre. C'est soit des fonds, soit de la bande dessinée, soit de la musique, soit politique. On a rarement vu tous les supports en même temps. Et chaque pays avait quand même ses spécificités, quoi. Parce qu'en Angleterre, c'était beaucoup plus social. En Italie, en Espagne, plus BD, enfin voilà. Moi, je voudrais signaler qu'aux États-Unis, à l'université de Columbus, il y a un monsieur qui s'appelle John M. Bennett, qui est multi-artiste et qui, depuis plus de 50 ans, dirige un fonds international de tout ce qui est fanzine, mais du monde entier. Donc, John M. Bennett, Columbus. Il a un site. Hein. Merci. Vous avez initié les remarques ou les questions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Il y en a une. Merci. J'ai deux questions. La première, je voudrais savoir ce que c'est un fanzine exactement. Je voudrais savoir s'il y a une définition consacrée. Je voudrais savoir s'il y a une frontière entre le fanzine et la revue un peu confidentielle. Est-ce que c'est un critère, le tirage? Est-ce que c'est la méthode un peu artisanale, fait maison? Est-ce que c'est l'absence d'un numéro, je ne sais plus comment ça s'appelle, Yes, voilà. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur l'univers actuel des fanzines. Donc là on découvre, enfin moi je découvre en tout cas une scène qui a l'air hyper vivante. On a parlé tout à l'heure un peu des fanzines musicaux à l'ancienne, photocopie, noir et blanc, fait maison. Est-ce que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui existe encore? Donc pas des objets très graphiques comme ça, mais du purement fait maison. Est-ce que ça arrive à survivre par rapport, je sais pas, à des blogs ou aux réseaux sociaux où il y a aussi un univers qui s'est, j'imagine, des fanzines ont disparu et ça s'est un peu transféré ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qui a survécu et qu'est-ce qui a disparu? Alors c'est vrai que pour la première question, on est tellement dans l'univers fanzine qu'on a moins pris le temps de redéfinir. On l'a fait quand on a parlé des Inrocuptibles, puisqu'il y avait ce petit débat, est-ce que les Inrocs ont commencé en fanzine, est-ce que c'était un vrai faux fanzine, bon. Donc dans ce cadre-là, on a essayé de définir un peu les fanzines. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup de définitions, mais voilà, je vais quand même laisser parler les experts. Déjà pour quelqu'un qui est complètement néophyte par rapport au mot fanzine, fanzine c'est la contraction de fanatique et magazine. Donc ça veut un petit peu tout dire déjà à la base. Là on peut trouver l'origine du fanzine dans les années 30, l'apparition, où en fait c'était des gens qui étaient fans de science-fiction, il y avait toute une scène émergente. Et pour communiquer entre eux et se transmettre leur passion, les gens faisaient des petits magazines, donc des fanzines qui circulaient entre eux. Après, dans les années 60, avec tous les mouvements de contre-culture, ça a perduré. Et là où il y a une grosse explosion, c'est dans les années 70-80, avec l'explosion du mouvement punk. Parce que justement, les gens faisaient des magazines parce que la grande presse musicale ne parlait pas des groupes punk émergents. Donc, pour communiquer entre eux, se transmettre leur passion, les gens faisaient des fanzines. Et oui, le fait qu'on puisse aussi faire des photocopies, ce qui n'existait pas avant, où il fallait passer par un imprimeur, ce qui était plus cher et plus compliqué. Et impliquer aussi un peu des démarches administratives, alors que là, évidemment, photocopieur en libre service, on demanderait à personne, on imprime son truc et voilà. Moi, je me posais la question, on s'est posé la question avec des collègues, par exemple, est-ce que le réseau de distribution est un des points de définition du fanzine? Est-ce qu'un fanzine ne peut pas... impossible de trouver un fanzine en kiosque, ou pourquoi pas? Est-ce que le mode de diffusion fait partie des critères, à votre avis?
Ça, je sais pas trop. Mais pendant longtemps, par exemple pour les fanzines de musique, on les trouvait chez les disquaires ou au concert. Parce que les gens les présentaient dans les distros, il y avait beaucoup plus de disquaires, donc avec des styles de musique assez pointus. Moi, vous savez, j'ai passé, je connais la fanzinothèque, j'ai passé mon adolescence à Poitiers et j'ai été immergée aussi dans cette culture parce que je venais voir des concerts au Confort Moderne, j'allais chez les disquaires, il y avait beaucoup de fanzines, c'était le début de la radio libre. Donc c'était les moyens de diffusion de la culture dite underground en fait. Et la deuxième question était sur est-ce que continue le côté vraiment photocopié, do it yourself, ou est-ce que ça a été supplanté d'une part par les webzines pour le Bookawak ou par la belle édition moi, je te propose de te retourner après et faire une petite visite des stands, parce qu'il y a encore des fanzines photocopiées à l'ancienne, agrafées. Pas que. Non, pas que. Et il y a une chose aussi qui est importante, j'ai l'impression qu'il y a un grand retour du fanzine papier qui va comme le retour du vinyle, voire même de la cassette, puisque la cassette fait son grand retour. Parce que tout a été tellement dématérialisé que maintenant je pense que les gens ont besoin de support. Quand on écoute un vinyle, le son est quand même meilleur qu'écouter du MP3. Feuilleter un fanzine, c'est un plaisir qu'on n'aura pas. Même si c'est bien que des fanzines des années 80, 70 soient numérisés pour qu'ils ne soient pas perdus, mais le fait de le lire, je pense aussi au Gravezine, des fois il y a des pliages pas possibles, de pouvoir le manipuler, ça fait partie du plaisir. Et c'est vrai que quand Internet a explosé, il y a énormément de fanzines papier qui ont basculé sur la toile, parce que d'un coup, les impératifs n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait plus, faut les imprimer, tout ça. Et c'est dommage parce que Mathieu, qui devait être là aujourd'hui, mais qui n'a pas pu finalement, est vraiment l'exemple de quelqu'un. Il a commencé dans les années 90 avec un fanzine punk hardcore qui s'appelle Positive Rage. Et après, il a basculé sur la toile. Et ça aurait été bien qu'il soit là pour en parler, parce qu'il en parle mieux que moi, puisqu'il a eu ces deux expériences. Pour prolonger ça, dans le cadre de ce cycle, on a mené plusieurs entretiens avec des disquaires, des labels, mais aussi de la presse et des webzines que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc je discutais à la fois avec, par exemple, quelqu'un qui fait le webzine Mono, qui avait commencé dans le papier. Ils fêtent leurs 20 ans là, d'existence sous différents noms. Ou au contraire avec Olivier Drago qui fait le magazine New Noise, donc qui connaît bien le sujet, qui me disait qu'en fait lui ce qu'il voyait c'était aussi beaucoup de webzines qui s'arrêtaient parce qu'en fait les gens consomment entre guillemets les articles et ont accès à ces articles de plus en plus via les réseaux sociaux, et donc les gens ne vont plus taper l'adresse du webzine et aller voir ce qui se passe et se contentent d'un article, ce qui démotive de plus en plus de journalistes, de webzineurs qui faisaient ça par passion et qui tenaient la maison mère webzine comme on pouvait le faire avec le webzine. Et même ça, du fait des réseaux sociaux, ça décourage de plus en plus de gens et de plus en plus de webzines s'arrêtent parce qu'il n'y a plus la niaque qu'on pouvait avoir quand moi c'est vrai que j'allais consulter peut-être des fanzines, mais pas mal de webzines en tapant, en allant dans mes favoris et en les faisant un par un chaque semaine ou chaque jour, ce qui est plus vraiment le cas maintenant parce que voilà, malgré nous, après il y a des choix à faire, mais on est un peu dépendant de là où on se trouve, et on se retrouve souvent sur les réseaux sociaux. Je voyais des collègues qui tiquaient sur le retour de la cassette dans le public, mais cela dit, ça aussi c'est quelque chose qui est revenu souvent quand on abordait le sujet du vinyle, du CD, de la place, blabla, retour du vinyle, tout ça. Et en fait, c'est vrai que le retour de la cassette est quelque chose qui est revenu super souvent dans les discussions que j'ai eues. Les balades sonores ont un rayon cassette. Il me racontait même que certaines cassettes commençaient à flamber, que c'était n'importe quoi. En effet, d'acheter 10 € une cassette, parce qu'il y avait des inédits de je ne sais plus quel artiste dont il me parlait, de Ty Segall, je crois. Mais en fait, pour beaucoup de jeunes labels ou de micro-éditions, c'est un support qui est pas cher du tout.
qui est toujours pas cher, qui permet aussi de faire des objets, parce que c'est quand même ça l'idée de tout ça, et de faire des pochettes, d'aller faire des fanzines. Je crois que Papier Gâché a fait des cassettes fanzines avec des artistes. Donc c'est un support qui revient aux marges, mais qui revient, ce qui est assez intéressant, parce qu'il va se poser la même question que... Une toute petite précision, il revient, mais avec un état d'esprit un peu différent. Je pense qu'à l'époque, c'était un support de diffusion bon marché pour des gens qui copiaient chez eux des cassettes une par une, vraiment dans un but de diffusion avant Internet. Actuellement, je pense que, comme tu disais, c'est un but d'objet, ça a une finalité matérielle et un peu fétichiste. Et collectionneur. La différence, elle est là. Il y a 10 ans, au creux de la vague, quand tu sortais une cassette, on rigolait parce que plus personne n'avait de lecteur. Je pense que maintenant, il y a un effet un peu de mode et il faut voir si ça va durer. En tout cas, ça permet des objets qui sont souvent, c'est pour ça qu'on aborde le sujet là, qui, moi, je l'ai vu souvent lié au milieu du fanzine, pas forcément quelquefois avec un fanzine, mais aussi des gens qui font de la sérigraphie et qui font des fanzines d'un côté, qui vont faire des pochettes de cassettes. Donc voilà, moi, c'est vrai que les deux me semblent pas étrangers, forcément. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer? Oui. On a un micro sans fil, on se balade. Alors j'ai eu un moment d'absence pendant l'intervention, donc peut-être que c'est ce moment-là où vous avez... Peut-être que c'est ce moment-là où vous avez abordé le point sur lequel je veux questionner, mais pour moi la vraie question dérangeante ou question piège du fanzine en bibliothèque, c'est qu'en bibliothèque, on classe. Comment vous classez les fanzines ? Parce que ça pose plein de questions en fait. Donc voilà. Difficilement, parce qu'il y a plein de sujets qui se recoupent, que nous, pour s'y retrouver à l'époque du fonds Duras, on avait essayé de catégoriser ça, ce qui est quasi impossible. On avait essayé de faire des grandes catégories, bande dessinée, musique, jeunesse, photo, et on s'apercevait qu'il y avait énormément de fanzines qui étaient au croisement de tout ça. Donc la réponse, c'est que pour moi, c'est presque impossible de faire une catégorisation stricte qui recoupe des pratiques professionnelles un peu, c'est pour ça que nous, à la Fanzinothèque, on a un classement alphabétique et par pays. Voilà, justement pour cette même raison qu'on prononce Speedball, on le met en BD ou on le met en punk. Enfin, c'est pas possible. La plupart des thématiques sont multiples. Et puis il y a un fanzine rock qui va faire un spécial BD. Comment on fait? On éclate la collection. Enfin, on est resté sur ce classement très basique. Mais on va aussi dégager des endroits où on va faire un peu plus du thématique. Sur les nouveautés, et puis c'est vrai que les gens qui viennent, qui ne connaissent pas les fanzines, c'est plutôt effrayant, des étagères avec écrit ABCD. On va faire, dans la prochaine Fanzinothèque, voilà, une case où ça sera plus la bande dessinée, la science-fiction, la littérature, la politique, en mêlant du nouveau et de l'ancien, pour que les gens puissent venir, parce que c'est quand même la thématique qui va accrocher les gens en premier. En quoi ces problèmes-là sont différents du reste? Je veux dire, si vous fichez des incunables ou de la littérature de colportage, vous avez les mêmes problèmes. C'est un problème de boutique, c'est aussi un problème spatial, puisque par exemple la Bibliothèque nationale a plusieurs espaces dans Paris, n'a pas les mêmes personnes qui s'en occupent, donc c'est aussi un problème tout simple. Après, ça dépend aussi de la ça dépend de la politique de la maison. Par exemple, nous, à la BNF, on a décidé que ça ne rentre pas que dans les imprimés et au département des estampes et de la photographie où on fait de la sérigraphie. Et dans ce cas-là, on l'a mis ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une indexation matière Gravzine, ce qui permet tous de les retrouver. À ce moment-là, on pourrait dire qu'on peut les mettre n'importe où dans la BN. L'important, c'est de pouvoir les retrouver par l'indexation matière. Mais en fait, monsieur, vous avez tout à fait raison, c'est pas un problème qui est dû qu'au fanzine, c'est un problème qui est dû à tout ce qui est impression d'une littérature populaire ou d'impression populaire tout court, pas que de littérature. La littérature de colportage, c'est à une époque où le mot fanzine n'existait pas, mais c'était quand même une forme de bouquin qui n'était pas des vrais beaux bouquins, et du coup pose les mêmes problèmes. Non, mais pour moi, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai fait le signe des guillemets, mais voilà, je l'ai refait plus gros. Oui, mais c'est...
Non, je pense qu'il y a une littérature. Je pense qu'il y a en fait, je pense qu'il y a vraiment des impressions, enfin des formes d'imprimés, des formes de littérature populaire, et que c'est des choses qu'il faut qu'on défende et qui ne rentrent pas dans des cases. Et c'est ça qui est génial, et c'est moi ça que j'aime, et dans le fanzine, et dans la littérature de colportage, moins dans les incunables, mais c'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'en feuilleter beaucoup. Mais voilà, c'est des trucs qu'on défend et qui du coup, parce que ça rentre pas dans des cases, c'est ça qu'en fait la richesse, et c'est ça qu'en fait la difficulté de les classer en bibliothèque et de les valoriser. C'est parce qu'il y a en fait une incompatibilité entre la nature du fanzine et la nature de l'institution. Je veux dire, le fanzine, il met en crise la bibliothèque. Questionne en tout cas, met en crise, je sais pas. Mais... Et moi je dirais quand même que dans le fanzine, dans le vrai fanzine, il y a une question politique aussi. Pourquoi des personnes, à un moment de leur parcours de vie ou dans leur vie, font du fanzine? Et je crois que dans le fanzine, dans le vrai fanzine, il y a cette notion d'engagement aussi. Oui, d'ailleurs, à la Fanzinothèque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au début de la création, c'était ça le truc, c'est quand on venait du punk et comment parler de la postérité à une génération, à une littérature de nos futurs. Pour résumer, j'ai fait les guillemets encore. Voilà, mais c'est un peu la question qu'on. C'est vrai que là on a parlé pas mal concret, mais c'est comme voilà, c'est. Non, mais je sais, mais je sais pas. Oui. Ouais, juste. Là, il y a plusieurs. Enfin, c'est pas unitaire. Il y a des médiathèques, on va dire de quartier, hein, l'équivalent des médiathèques municipales, comme moi dans ma banlieue. Il y a la BNF, donc qui gère le dépôt légal. Et puis Fornet, donc des bibliothèques nationales. Et puis il y a la Fanzino, qui est un projet alternatif qui s'est pas institutionnalisé, mais qui a acquis une reconnaissance. Moi, je fais un fanzine depuis longtemps, en étapes, c'est-à-dire que les premières années, c'était photocopié, je savais pas, je connaissais pas l'existence de la Fanzino. Moi, j'ai commencé en 91, donc c'était désolé, mais je connaissais pas encore les premières années. Le dépôt légal, je savais pas ce que c'était. Donc quand j'ai su d'abord, je crois hiérarchiquement, chronologiquement je veux dire, quand j'ai su d'abord que la Fanzino existait, je leur ai envoyé, parce que je trouvais l'initiative bien alternative, voilà. On se fait nos propres bibliothèques en marge et en alternative à ce qui existe institutionnellement. Après, quand j'ai su que le dépôt légal existait et ce que ça voulait, j'ai simplement marqué dépôt illégal sur mes fanzines. Et puis en 2007, je suis passé de la photocopie à l'impression. Et là, c'est un autre truc, c'est qu'avant, je faisais des tirages, on va dire, à 300-400 exemplaires, où il y avait beaucoup de pliage, où il y avait des pochoirs, etc. Et puis à un moment donné, comme je m'apercevais qu'ils partaient tous très vite, c'était un peu frustrant au niveau de ce que je mettais dans le contenu, j'ai dû faire le choix de privilégier le contenu à la forme. Donc voilà, c'est pas dire que j'y mettais pas les formes pour le faire de manière graphique, mais voilà. Donc le tirage, évidemment, je suis passé en impression, et en impression, on peut toutes les chiries de journée de pliage sur 400 exemplaires, je les ferai pas à 3000 ou à 2000 ou à 3000 exemplaires. Et après, je sais pas où j'en étais, désolé. Oui, après, c'est posé le problème. Donc, du coup, on a recommencé la numérotation au numéro 1. On s'est tout bien... on a fait une association éditrice et on a fait le dépôt légal. Ça, c'était en me disant, je suis plus diffusé, comme j'ouvre ma gueule dans mon fanzine. Si j'ai un problème quelconque avec quelqu'un sur quelque chose, au moins, je serai dans les clous au niveau de la légalité de ce que je fais. Presque. J'ai jamais par exemple fait le dépôt. Normalement on doit faire le dépôt légal, mais on doit aussi en envoyer chaque numéro à la préfecture. Ah si, c'est dans la loi. On doit faire un dépôt. Ah bon. Bon, moi j'ai jamais fait parce que c'est pas de mon vivant que je donnerais de la lecture volontairement aux flics. Donc y a pas. À un moment donné, en tout cas, il y avait ça sur la préfecture. Par rapport à la triple interdiction, par exemple, ou les interdictions jeunesse, etc. Et la censure. Et en fait, il y a eu quelques années, je crois que c'est une dizaine d'années,
Il y a eu un courrier qui a été envoyé de la BNF à beaucoup de fanzines, qui a fait flipper tout le monde, enfin beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était, en disant il faut, sur un ton assez péremptoire, j'ai vu des copies du courrier, moi je ne l'ai pas reçu parce que je l'ai déjà déposé, en disant qu'il fallait absolument un numéro d'ISSN. Et ensuite, pour rentrer pour être diffusé dans les médiathèques, ce qui est quand même, moi je suis pour les bibliothèques, je suis pour le prêt gratuit, je suis pour tout le partage de la culture donc, et le service public, donc ça m'intéresse effectivement que mon fanzine soit accessible dans les médiathèques. Le problème c'est que les médiathèques s'abonnent via des centrales voilà, et les centrales nous relancent quand on fait un zine qui est par essence même, la plupart sont pas très réguliers. Donc moi j'en sors un par an, voire un tous les 2 ans. Du coup, on reçoit plein de courriers qui ne comprennent pas, ou voire qui renouvellent l'abonnement automatiquement alors que leur abonnement n'est pas fini. Puisque moi du coup un abonnement c'est pour 4 numéros, ça dure sur entre 4 et 5 ans. Ce qui est très économique, soit dit en passant. Donc il y a un vrai problème d'accès aux médiathèques, et là je parle pas tant de la BNF et encore moins de la Fanzino, mais il y a un vrai problème d'accès des fanzines aux médiathèques publiques, municipales, de quartier, etc. Voilà. Donc c'était pas vraiment une question, mais c'est Chéri Bibi, c'est ça le... Ouais, en l'occurrence, je me rappelle très bien avoir reçu un mail qui disait, sans doute de ta part, que tu ne travaillais plus avec notre diffuseur parce que publication irrégulière et que j'imagine ça rentrait pas dans leur case. Mais la question qui se pose, nous de notre point de vue qui travaillons en médiathèque et bibliothèque de quartier, c'est que pour nous ça a sa place, même si effectivement ça rentrera pas dans les clous, dans les cases, les catégories, etc. Pour nous, il nous semble que c'est un support qui est important dans des bibliothèques publiques. Nous on voyait ça comme un support peu représenté, que Chéri Bibi ou d'autres, on cite ça, mais et vraiment sa place, on était content de les mettre mélangés à des revues beaucoup plus officielles. Après, le point de vue de quelqu'un qui dit moi je veux pas être casé, si c'est un classement alphabétique entre, j'ai pas d'exemple de revues, mais des revues qu'on trouve en kiosque, ça c'est un point de vue qui peut se défendre. Nous c'est vrai qu'on a un principe de peut-être de nivellement par le... Voilà. Non, mais comme quoi, voilà, de ton point de vue aussi qui veut y être, tu vois bien les difficultés qu'on peut avoir. Bah écoutez, merci. De toute façon, là, on va continuer. Moi, je vous invite à aller voir, à revoir les stands. Il y a l'atelier qui continue. Et puis, si vous voulez échanger de façon plus informelle, sans micro, c'est avec plaisir. Et ben, merci d'avoir écouté cet échange un peu pro, mais qui nous tient à cœur parce que voilà, le sujet nous intéresse. La preuve, on organise cette journée. Merci. Ah, dernière question. Je voudrais juste signaler que je fais un fanzine et par rapport aux rencontres que j'ai eues aujourd'hui, je vais faire un supplément spécial. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, ils me laissent leur contact et je me ferai un plaisir de leur transmettre gratuitement. Parce que pour moi, les fanzines à la base, c'est quelque chose aussi qui se donne pour la transmission et c'est gratuit. Merci à toi. Et pour ceux qui voudraient s'essayer à faire leur propre petit fanzine, il y a Yann là qui a investi la banque de prêt. Donc il y a des revues d'art de Fornay qui allaient partir à la poubelle. Donc pour une fois, vous pouvez découper au ciseau des revues de bibliothèque et un carton pareil de pilon de pochette CD. Donc vous pouvez faire votre petit montage fanzine et après faire une pochette sérigraphiée. Voilà. À bientôt. Bientôt.